Bonjour à tous, nous sommes la deuxième semaine après le Brexit et d'immenses gouttes de sueur perlent sur le front des européistes qui attendent désespérément la catastrophe. Deux fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons reparler du coronavirus. Peut-on faire confiance aux chiffres du gouvernement chinois? L'OMS doit-elle être renommée Organisation mondiale des profits médicaux? Le virus nous mettra-t-il tous au chômage avant de nous faire tousser? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'épidémie de coronavirus continue son petit bonhomme de chemin. Au moment où je commence d'écrire cette vidéo, on aura dépassé les 1000 morts pour 40 000 cas, quasiment tous en Chine, mais vous allez voir qu'entre-temps, il y a eu quelques petits changements. La Chine continue d'appliquer des mesures très restrictives pour endiguer la propagation du virus sur son territoire. Ça va faire un mois que la ville de Wuhan est en quarantaine, et une dizaine d'autres villes regroupant 80 millions de personnes environ sont aussi à l'arrêt depuis plusieurs semaines maintenant. Même pour un gouvernement de bonne volonté, gérer une situation pareille est un défi indémerdable qui crée un paquet de problèmes, notamment pour le ravitaillement des populations. Sur cette courte vidéo, des gens semblent tendre de l'argent par-dessous un rideau de fer pour essayer d'acheter à manger. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver le contexte de cette vidéo, mais on devine que ravitailler des millions de personnes confinées chez elles ne doit pas être très simple. Les gens doivent tourner au riz et autres rations de survie, et en cas de pépin dans l'approvisionnement, l'émeute de la faim pointera vite le bout de son nez, illustrant par là les pensées complexes de notre grand leader suprême. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. J'espère évidemment qu'on n'en arrivera pas là, et que tout se passera bien pour ces gens. J'en profite également pour féliciter le personnel soignant des hôpitaux chinois qui ne ménagent pas leur peine pour lutter contre le virus, quitte à mettre leur santé en danger. En tout cas, cette épidémie est déjà une catastrophe pour la Chine à tous les niveaux. Sur le plan économique, la quarantaine de plusieurs villes entraîne un manque à gagner dans le PIB qui se chiffre déjà en dizaines, voire même en centaines de milliards de dollars, auxquels il faut rajouter les coûts de gestion de la crise. Construction d'hôpitaux, ravitaillement des quarantaines, maintien de l'ordre, explosion des coûts médicaux, désinfection des villes, etc., etc. Bref, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. L'image du pays en prend aussi un sérieux coup. Donc, baisse du tourisme, baisse des commandes en ligne, même si les colis ne sont pas dangereux, et perte de clients. J'entends par là des entreprises qui vont chercher à s'approvisionner ailleurs par peur des ruptures de livraison. Des ruptures qui ont d'ailleurs déjà commencé. C'est marrant de voir que l'économie mondiale ultra-capitaliste et ultra-libre-échangiste repose en fait en grande partie sur une dictature communiste autoritaire. Joli pied de nez de l'histoire à ceux qui prédisaient sa fin. Ces problèmes d'image vont bien au-delà de simples considérations économiques. Il y a aussi des enjeux diplomatiques. Dans la course à qui est la plus grosse, la Chine veut devenir la nouvelle puissance normative du monde. Pour ça, elle a besoin de crédibilité à l'international, et elle peut pas en avoir en ayant des problèmes sanitaires du tiers-monde, surtout si elle n'est pas capable de les gérer. Les mesures d'envergure prises par la Chine pour contenir l'épidémie servent aussi de support de communication pour montrer la puissance et l'efficacité de la Chine dans une situation de crise. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il s'agit de montrer qu'on n'est plus en 2003, quand la Chine avait caché l'existence puis l'ampleur de l'épidémie de SRAS pendant plusieurs mois. Par chance, le SRAS n'était pas très combatif et l'épidémie avait pu être arrêtée en 3-4 mois avec des mesures d'hygiène et de confinement. Cette fois, la Chine a signalé le problème plus vite et a réagi plus vite, mais les vieux démons sont toujours là. Le docteur Li Wuliang, qui travaille à l'hôpital de Wuhan, avait alerté sur des cas de patients présentant des symptômes similaires au SRAS le 30 décembre. Les autorités locales l'avaient cordialement invité à fermer sa gueule et ils ont glissé l'affaire sous le tapis en censurant un rapport sur le virus, espérant que le problème disparaîtrait de lui-même ou se mélangerait avec des cas de grippe classique. Mais quand le virus a commencé à se répandre entre humains et à passer des patients aux médecins, ils ont bien été obligés de sonner l'alerte le 20 janvier. Dans l'intervalle, le docteur Li Wuliang avait contracté le virus au contact des patients, ce qui entraînera son décès début février. On sait aussi que des blogueurs ou des anonymes qui avaient publié des vidéos ou des informations au sujet de la gestion de l'épidémie subissent la répression et ont une légère tendance à disparaître. À l'international, les progrès sur la transparence n'empêchent pas le recours aux bonnes vieilles ficelles. Aux dernières nouvelles, le gouvernement chinois a officiellement annoncé qu'il allait truquer les chiffres officiels des infectés. Désormais, les patients testés positivement au virus, donc qui sont infectés, mais qui ne montrent aucun symptôme, ne seront plus comptés dans les bilans quotidiens. Quand les chiffres ne conviennent plus, on les bidouille, et comme par hasard, le nombre d'infectés a baissé d'1/3 du jour au lendemain.
Faudrait qu'ils contactent le gouvernement français, ils pourraient leur donner des conseils, vu l'expérience qu'ils ont maintenant en maquillage des chiffres du chômage. La Chine a aussi arrêté de communiquer le nombre de personnes en quarantaine dans le pays, le chiffre de 80 millions que j'ai donné plus tôt est une estimation. Et ils cherchent aussi à dissimuler le nombre de soignants contaminés, qu'on estime à plus de 500. Fin janvier, le gouvernement chinois a fait pression sur l'OMS pour que ses représentants ne classent pas l'épidémie en urgence sanitaire mondiale. Ce qu'ils feront quand même le 30 janvier, et leur déclaration à cette occasion comporte 2-3 passages intéressants. Les pays doivent prêter une attention particulière à la réduction de l'infection chez l'homme, à la prévention de la transmission secondaire et à la propagation internationale. En conséquence de quoi, sur la base des informations actuellement disponibles, le comité ne recommande pas de restreindre les voyages ou les échanges commerciaux. Ne pas restreindre les marchandises, d'accord, mais ne pas restreindre la mobilité des personnes, c'est un peu bizarre et incohérent quand on prétend limiter la propagation d'un virus à l'international, non ? Eh ben attendez de voir la suite, puisque comme d'habitude, dans ce genre d'organisation, le mot recommandation cache en fait une quasi-obligation. En vertu de l'article 43 du RSI, les États parties qui appliquent des mesures sanitaires supplémentaires, entravant de manière significative le trafic international, refus d'entrée ou de sortie de voyageurs internationaux, de bagages, de cargaisons, de conteneurs, de moyens de transport, de marchandises et autres, ou mesures entraînant leur retard pendant plus de 24 heures, sont tenus d'envoyer à l'OMS la justification et la raison de santé publique dans les 48 heures suivant leur application. L'OMS examinera la justification et pourra demander aux pays de reconsidérer leurs mesures. Quand je vous disais qu'on peut remplacer tout le ministère de la Santé par un simple délégué de l'OMS qui nous dit quoi faire, c'était pas une blague. C'est sûr qu'on fera des économies, mais c'est pas dit qu'on y gagne au change, parce que vous allez voir que l'OMS se soucie beaucoup plus du pognon que de l'épidémie. Donc, il faut surtout pas gêner le tourisme et le commerce, parce que ça coûte de l'argent et ça rapporte rien. Par contre, il faut apporter un soutien aux pays à revenus faibles ou intermédiaires pour leur permettre de riposter à cet événement, ainsi que pour faciliter l'accès aux produits de diagnostic, aux vaccins potentiels et aux produits thérapeutiques. En somme, l'Organisation mondiale pour les profits médicaux nous invite à transférer l'argent des contribuables des pays riches directement dans la poche des entreprises pharmaceutiques, pour des raisons purement humanitaires. Lutter contre l'épidémie, d'accord, mais faudrait quand même pas que ça gêne les profits, et si au passage on peut s'en mettre un peu plus dans les poches, c'est pas plus mal. Comme je vous le disais, il y a eu du changement en Chine pendant que j'écrivais cette vidéo. Les potentats locaux qui truquaient les chiffres dans la province de Hubei se sont fait remercier par le gouvernement central de Pékin qui va reprendre les choses en main dans la région. On devine qu'ils ont gagné un voyage pour le plus proche goulag avec option prioritaire pour le don d'organes. Berk. La méthode de comptabilisation des infectés qui avait changé la veille a été changée à nouveau. Cette fois, une simple radio des poumons est considérée comme suffisante pour diagnostiquer le virus, ce qui a multiplié les nouveaux cas officiels journaliers par 10. Le chiffre des décès est lui aussi en hausse puisqu'il a doublé. Il est donc assez légitime de ne pas faire confiance au gouvernement chinois, mais ce n'est pas une raison pour croire tout et n'importe quoi, et notamment ces sites qui annoncent des bilans catastrophiques avec des milliers de morts par jour. Les fonctionnaires chinois sous-estiment les chiffres pour masquer le problème, mais il y en a d'autres qui les surestiment pour générer du clic. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer la situation de la Chine à celle des pays limitrophes. Si on voyait des millions d'infectés et des centaines ou des milliers de morts par jour aux Philippines, à Hong Kong ou en Corée du Sud, on pourrait se poser de sérieuses questions sur la situation chinoise, mais c'est pas le cas. Il y a aussi l'exemple de ce paquebot en quarantaine au Japon qui peut donner une indication plus transparente sur la dangerosité du virus, parce qu'on est dans un espace très dense en population et confiné, idéal pour une épidémie. Même dans ce cas extrême, il y a un peu plus de 200 cas détectés sur 3700 personnes, et aucun décès pour l'instant. Il y en aura peut-être un ou deux malheureusement, vu que les croisières sont remplies de personnes âgées, mais c'est pas non plus devenu le radeau de la Méduse. Au-delà de ces observations empiriques, on n'a pas encore de données bien fiables sur le taux de contagion du virus, les voies de transmission, la durée d'incubation, etc. C'est un peu le bordel en ce moment dans la presse, avec des universitaires qui font des annonces dans tous les sens, plus ou moins rocambolesques, et parfois juste pour se faire mousser, à mon avis. La seule donnée à peu près fiable qu'on ait pour l'instant est le taux de mortalité du virus, qui se situe entre 1 et 4%.
Si vous êtes du genre à flipper et à penser qu'on ne nous dit pas tout, je vous conseille de regarder ce qui se passe sur ce paquebot. Ça se passe au Japon, il y a plein de nationalités différentes, donc si ça tourne au drame, on le saura forcément, et là on pourra suspecter une hécatombe cachée en Chine. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison d'être catastrophique. Alors ne tombez pas dans le panneau des sites qui font du buzz sur la peur des gens. Diversifiez vos sources d'informations, prenez du recul pour trier le vraisemblable du totalement débile, et avant de réagir à une info, laissez passer quelques jours, le temps de voir si elle est confirmée ou infirmée. Ça vous évitera de croire et de répéter un paquet de conneries. Pendant ce temps en France, nous sommes aussi touchés par l'incompétence des bureaucrates locaux. Agnès Buzyn, qui avait jugé inutile de contrôler les passagers des vols en provenance directe de Chine, a placé les Français rapatriés de ce même pays en quarantaine pendant 14 jours pour s'assurer qu'ils ne soient pas infectés. Dans le même genre, elle avait annoncé que le port d'un masque était inutile face au coronavirus, mais elle n'a pas oublié d'en porter un quand elle est allée visiter les malades. Bref, elle préfère lutter contre la panique que contre l'épidémie, donc elle laisse des gens rentrer potentiellement infectés sur le territoire en niant le problème, elle décourage l'achat de masques avec des motifs douteux, et après on s'étonne que des gens tombent dans la psychose et la paranoïa, se méfient des Asiatiques et n'aient plus confiance dans le gouvernement. Ça aboutit à des comportements moyennement respectueux, et j'ai un peu mieux compris pourquoi certaines personnes me soupçonnaient de racisme dans ma dernière vidéo où je taquinais les Chinois. Il y a eu une vague de harcèlement et de comportements racistes envers toutes les personnes typées asiatiques, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger n'avait aucune importance, et en amalgamant chinois et asiatiques, oubliant par là un détail important. Les Japonais ? Les Japonais, c'est ça. J'ai d'ailleurs été témoin de la psychose parisienne en allant dans le métro. Personne n'osait s'asseoir en face d'un couple d'asiatiques dont la nana portait un masque. Donc on a eu 2 places assises libres. Merci les péteux. Mais il y a eu un moment un petit peu plus bizarre. Oh, on va pas donner les noms. C'était dans le magasin Orange, place de la République, où un type a carrément refusé de s'occuper d'une cliente asiatique. Alors au début, il a fait comme si parler anglais lui posait un problème, il a négocié un moment avec son collègue qui s'occupait des files d'attente, puis à un moment il a levé les mains comme ça, puis il a dit « Tu sais en ce moment, avec le coronavirus », et il s'est barré. Et la pauvre asiatique qui a dû comprendre le mot coronavirus tire une tête de 6 pieds de long. On va quand même vérifier si elle a compris. Est-ce que ça se dit pareil ? Coronavirus. Coronavirus. Oui, il y a un petit accent, mais je crois qu'elle a compris. Autant vous dire que je me suis barré de Schizophrèneland, parce que parmi tous ceux qui se couvent le nez avec le col de leur veste quand ils sont à côté d'un asiate, il y en a combien qui sont des bobos sans frontiéristes ouverts sur le monde ? Et j'espère que le gars de la boutique Orange n'est pas fumeur, parce que là aussi, on en voit pas mal des gens qui tirent sur leur clope tout en balisant des effets du coronavirus. Faut arrêter les conneries quoi, il y a 0 mort en France les gars. Vous êtes des abrutis. Faut arrêter d'être aussi influençable et de traiter les gens comme de la merde simplement parce que vous avez peur. Va falloir faire preuve d'un peu plus de pragmatisme et de stoïcisme. Et si vraiment c'est au-dessus de vos forces, bah restez chez vous. Ça fera un con de moins dans la nature. Alors oui, d'accord, c'est vrai que c'est facile pour moi de dire ça. J'habite à la campagne, loin des aéroports et des grandes villes. Oh putain. Ok, oubliez tout ce que je vous ai dit sur les avantages d'être à la campagne en cas d'épidémie. C'était des conneries. 5 nouveaux cas en Haute-Savoie. C'est devenu le premier foyer d'infection de France en une journée. Oh putain. Un Anglais de retour de Singapour a séjourné quelques jours à Contamine-Montjoie avant de partir pour le Royaume-Uni. Et il a laissé un petit souvenir glaireux à ses proches. Encore une fois, la première victime du virus, c'est l'humour. Après les blagues faciles sur la Corona, voici maintenant les blagues faciles sur Contamine. Et vous savez comment on appelle les habitants de Contamine ? Les contaminés. Ferme ta gueule ! En vrai, on les appelle les contaminards, ce qui n'est pas moins drôle. Quand même, ils ont pas de bol, hein. Y a un seul patelin en France qui s'appelle comme ça, faut que ça tombe sur eux. En plein hiver en plus, ça pourrit la saison. Le gars a intérêt d'avoir une bonne défense. Je n'ai jamais contaminé personne. Excepté une fois au chalet. Comme si ça ne leur suffisait pas de nous grand remplacer dans nos villages de montagne, les Anglais viennent tousser dans les chalets le temps d'une escale. Quelle bande de coffres. Chirac avait bien raison. Comment peut-on faire confiance à des gens qui ont une si mauvaise cuisine ? Déjà que leur pays n'est plus sur la carte, avec le coronavirus en plus, les bouffeurs de gelée sont en PLS. Je peux vous dire qu'en ce moment, ça doit trembler dans les cuillères à Morzine. À la limite, on veut bien pardonner aux Anglais pour tout ça, mais à une condition.
Y a Macron qui sera en vadrouille du côté de Chamonix ces jours-ci. Allez lui tousser dessus. Merci. Bon, tout ça c'est pour la rigolade, mais en vrai ici ça nous en touche une sans faire bouger l'autre en fait. À croire que les bouseux sont plus civilisés que les citadins. Toujours dans la provoque. Les contaminards contaminés ont été placés dans des hôpitaux et 3 écoles ont été fermées le temps de faire des tests sur les enfants qui ont pu être en contact avec le virus. Et pour l'instant il n'y a aucun cas détecté, donc pas d'épidémie. Comme une école de Thonon a été fermée, il est important de rassurer toutes les personnes qui pourraient s'y rendre et s'inquiéteraient de voir les rues désertes. Sachez que la ville n'est pas en quarantaine, c'est son état normal. En tout cas, tous les péteux qui ont annulé leurs vacances au dernier moment par peur du virus vous offrent de formidables réductions pour votre séjour à la montagne. Alors profitez-en. Et oui, c'est bien là le danger du virus qui nous impactera sans doute le plus. L'économie mondiale commence à tousser. Dragon Airlines, la filiale low-cost hongkongaise de Cathay Pacific, a demandé à ses 27 000 employés de poser 3 semaines de congés sans solde parce que le coronavirus leur fait perdre 90% du trafic vers la Chine, ce qui représente un bon tiers de son activité. Comme ils sont déjà dans le jus côté finance, ils préfèrent plier boutique le temps de laisser passer la crise. Tout un tas d'entreprises mondialisées ont dû stopper leur usine, en Chine évidemment, mais comme la Chine pèse 1/5 de la production manufacturière mondiale, des pénuries commencent à toucher les activités hors de Chine, en particulier dans l'automobile. Renault, Hyundai et d'autres commencent à fermer des usines par manque de composants. Et oui, si t'as pas le pédalier, tu peux pas finir l'auto, donc l'usine est bloquée, et derrière c'est tous les sous-traitants qui sont à l'arrêt. Ça veut dire une chose très simple, il est beaucoup plus probable que vous soyez touché par le chômage technique à cause du coronavirus, plutôt que de choper le virus lui-même. Le ralentissement économique se fait déjà sentir sur les prix du pétrole qui sont en chute libre, si bien que le coronavirus pourrait être le vecteur écologique le plus efficace qu'on ait jamais vu. C'est là qu'on s'aperçoit que notre merveilleux système économique mondialisé, hyper efficace, est en fait un colosse aux pieds d'argile. Une bonne partie de la Chine va être à l'arrêt, au minimum pendant 2-3 mois encore, ce qui peut entraîner une crise économique qui elle-même peut faire péter les grosses bulles financières qui ont gonflé ces 10 dernières années. Et là, les conséquences pourraient être pires sur nos vies qu'une quinte de tout corsé. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ça reste une hypothèse. Amusante, mais catastrophiste. Ce sera intéressant de voir comment cette situation évolue dans les mois qui viennent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez que vous pouvez soutenir mon travail en passant par la page Tipeee ou en faisant un tour sur la boutique. Quant à moi, je vous souhaite bonne chance et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.